Saint-Étienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? On ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable, ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Étienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Salut à toutes et à tous et bienvenue au FAP. On est ravis de vous retrouver pour ce 12e numéro déjà du Forez Academy Podcast, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Il y a 2 semaines, nous reprenions du service avec une émission entre Roland et Gruget, mais sans Robert. On avait parlé du début de saison plus que poussif des Verts, ainsi que de l'opacité entourant encore et toujours le rachat du club. Pour cette semaine, et pour vous accompagner tout au long de cet épisode, la fine équipe de la Forez Academy répond encore une fois présent. Je vais commencer par celui qui a craqué un fumigène dans sa pipe dimanche soir. J'ai nommé l'éternel Gruget Rocher. Salut Gruget. Salut. Ah oui, salut, le fameux. Justement, il est une nouvelle fois absent cette semaine parce qu'il a du mal à se remettre des 2 bières qu'il a bu dimanche à la Divette. C'est notre ami Robert Binouzaret. On lui fait quand même un béco s'il nous écoute. Par contre, contrairement à la semaine dernière, nous ne serons pas que 2 cette fois, puisque nous avons un invité spécial avec nous. C'est l'ex-petit prince du GIF, l'ex-petit calife des t-shirts Made in Sainté, mais le toujours très drôle agitateur de la twittosphère stéphanoise, j'ai nommé Fouillasse. Salut Fouillasse. Salut les fapeurs, salut les fapeuses et merci pour l'invitation. Bah de rien, on est ravis de te recevoir et puis ça fait un moment qu'on en parlait, mais enfin on y arrive, donc c'est très cool de t'avoir avec nous. Et bah c'est réciproque. Parfait, et on va passer une bonne émission, je sens. Et enfin, donc celui qui pensait qu'évidemment le VAR n'allait jamais nous donner ce penalty à la 95e après un poteau, une barre et un raté, comme d'habitude, de Denis Bouanga, j'ai nommé moi-même Roland Grosmerdier. Messieurs, on va donc démarrer ce FAP pour ce 12e numéro déjà, donc je disais. En première mi-temps, comme d'habitude, on va dérouler sur l'actualité du club au sens large. Et dans la deuxième mi-temps, on va faire un petit focus sur le derby du dimanche dernier et les conséquences que ça peut avoir sur la suite de la saison, avec notamment cette grande question, est-ce qu'on peut de nouveau croire au maintien? Le Forez Academy Podcast, épisode 12, c'est parti, allez jingle. Cotentin, je vais te soumettre une épreuve. Tu as sur ces papiers un certain nombre de personnages ou de moments historiques que tu vas devoir classer selon s'ils sont de gauche ou de droite et les mettre dans la boîte correspondante. On va commencer par la gauche. On a l'AS Saint-Étienne, fort bien. Alors, l'AS Saint-Étienne, c'est de gauche ou de droite? Non, on se pose cette question parce qu'en fait, les Verts ont enchaîné 2 matchs dans le chaudron, avec d'abord une sacrée soupe niçoise pour commencer, avec un 3-0 des familles, et puis un match face à Lyon, qui a un petit peu mieux tourné, même si tout n'a pas été parfait. Le jingle, c'était juste pour souligner simplement qu'avec Sainté et les valeurs populaires qui caractérisent un peu la ville et le club, on a passé quand même une semaine très à droite avec l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, dont les supporters ont quand même quelques points en commun. Justement, si on revient sur le match de Nice, donc je vous ai dit qu'on avait bu le bouillon, je pense que vous avez vu tous les 2 le match, d'ailleurs on l'avait vu ensemble, Fouillasse à la Divette. Donc c'était un petit peu pénible, 3 buts sans la manière, on s'y attendait un peu. Sainté qui joue de malchance entre guillemets avec Bouanga qui rate à peu près tout ce qu'il entreprend en ce moment, et puis des erreurs individuelles qui ont été sanctionnées à chaque fois ou presque. On se rappelle donc du coup franc de Gouiri qui est dévié par Camara, de la relance un petit peu saucisse de Bajic. Enfin bon voilà, ça n'a pas été quand même une grande réussite sur ce match-là. Écoutez, moi je voulais savoir ce que vous en aviez pensé. Est-ce que vraiment le Nice c'était un accident? Est-ce que Sainté a joué de malchance ou est-ce que le mal est un petit peu plus profond que ça? On va démarrer par toi, Gruget. Dis-nous ce que tu en as pensé. On joue de malchance en ce moment, clairement. Mais je pense qu'en plus, contre Nice, il y avait, ils avaient la tête dans le seau. Il y avait un petit relâchement, en fait. Mentalement, c'est vrai que enchaîner des défaites et ne pas avoir ce que parfois tu mérites, à savoir un petit point de nul à un moment donné, tu te retrouves contre une équipe de Nice qui est réaliste et tu te fais punir, quoi. Voilà. Depuis le début de saison, c'est vrai que bilan comptable, vraiment c'est
pas ça, mais au niveau des contenus de match, des fois il y a quand même de belles choses, donc c'est pour ça qu'il y a pas matière à dramatiser encore. Ouais. T'es d'accord avec cette analyse, toi, Fouillas? Du coup, tu penses que c'est pas mérité, que Saint-Étienne est mal payé en ce début de saison? Alors pas vraiment. Moi, au contraire, je pense que c'est plutôt mérité. Et en l'occurrence, le match de Nice, je trouve que c'est plutôt un bon résumé de la situation des Verts en général. Le premier but, ok, c'est de la malchance, c'est un coup franc contré. On peut pas vraiment faire grand chose, et en même temps, c'est la malchance des clubs qui jouent la relégation. Le deuxième but, ouais, effectivement, c'est une saucisse de Bajic, mais on a vu aussi contre Lyon que les gardiens à la SS, ils sont très bons sur la ligne, mais il y a un vrai problème au niveau du jeu au pied et des dégagements. Parce que Green, il nous a fait une frayeur, Bajic, il nous a fait plus qu'une frayeur, parce que du coup, on a été sanctionné juste derrière. Il y avait quand même eu des alertes sur le jeu au pied de Bajic. Il avait envoyé quelques missiles dans les tribunes avant ça, quoi. Donc, Exactement, ouais. Donc, je sais pas si c'est un problème de formation des gardiens qui est propre au club, ou si c'est un hasard le fait que nos deux gardiens ont les mêmes qualités, parce que Bajic, je pense qu'il est vraiment bon sur sa ligne, et les mêmes défauts, à savoir un jeu au pied pas digne de la Ligue 1. Et le troisième but, c'est une faute de marquage qui sanctionne un peu tout le début de la saison, parce qu'on a un vrai problème en défense sur le placement des défenseurs. Et effectivement, on peut aussi rebondir sur Bouanga qui depuis pas que cette saison, mais aussi depuis l'année dernière est catastrophique devant le but, est très brouillon, très maladroit. Donc finalement, c'est un match qui résume un peu tous les torts qu'a le club depuis le début de la saison. Et c'est un score qui est à la fois sévère, mais en même temps assez logique, voire prévisible. Ouais. Par contre, justement, le fait d'enchaîner les mauvaises performances, on va retomber un petit peu dans tout ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire que voilà, c'est la crise et les rumeurs autour du remplacement de l'entraîneur. Alors, je sais qu'il y a les pro-Puel, il y a les anti-Puel. On n'est pas là pour faire le débat par rapport à Claude Puel. Par contre, on peut parler des noms qui ont été annoncés pour prendre sa succession, parce que là, je trouve ça intéressant. On a notamment entendu parler de David Guillon, donc qui était à Reims avant, qui est un ancien de la maison et qui s'était occupé de l'équipe réserve, je crois. On parlait aussi de Laurent Huard, donc qui est directeur du centre de formation. On parle de Pascal Duprat, on parle de René Girard, on parle de Luis Fernandez. On a même évoqué les dirigeants qui auraient sondé Gasset pour savoir s'il était chaud pour revenir. Voilà, moi je vous avoue qu'à chaque fois que j'entends parler d'un remplacement d'un entraîneur, c'est toujours les mêmes noms qui sortent. Et c'est pas des noms qui me font véritablement plaisir. Donc voilà, moi je me dis que si jamais on devait malheureusement se séparer de Puel, pour prendre quelqu'un en cours de saison, si c'est pour prendre et pour piocher dans la liste dont je viens d'énumérer les noms, je serais pas forcément très confiant. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ces noms, d'un éventuel remplacement de Puel en cours de saison? Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous? Fouillas, toi, du coup, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, je suis pas pro-Puel du tout. C'est un entraîneur qui a beaucoup de défauts, autant sur le plan tactique que relationnel avec les joueurs. J'invente rien. Mais je suis pas pour son remplacement. On a la chance d'avoir un entraîneur avec une vision à long terme pour le club, qui fait passer le club avec sa manière, mais qui fait passer les intérêts du club avant les siens. Donc autant lui donner sa chance sur le long terme aussi, en accord avec son projet. Après, dans les noms cités, je pense qu'il n'y a aucun nom qui ferait du meilleur travail par rapport à Puel, qui au moins connaît le groupe. Le seul qui fait exception, c'est Huard. C'est le seul nom qui est cohérent autant d'un point de vue financier que d'un point de vue sportif, parce qu'il connaît au moins les jeunes joueurs du club. Après, tout le reste, je ne vais pas y aller au cas par cas, parce que c'est un peu la même conclusion pour tous, c'est que
c'est puer l'empire, quoi. Donc je vois vraiment pas l'intérêt. Et en plus de ça, c'est une opération financière qui est négative. Donc non, ça se passe de commentaires les autres. Ouais. Toi, Gruget, t'en penses quoi du coup de ça? Il y a des noms qui sont complètement fantasques. Je vois pas Luis Fernandez revenir. Il y avait même Bob qui était évoqué. Voilà, il y a des trucs, c'est juste pas réaliste. Effectivement, on a un coach qui a un projet qui est cohérent, mine de rien, vu la situation du club. Et ouais, il y a que Huard à la limite. Guillon avait fait du bon boulot à Reims, fut un temps, mais c'est Reims qui faisait un boulot assez vertueux à un moment. Mais ouais, changer comme ça, c'est pas le moment pour changer, je pense. Encore, on verra peut-être comment les choses évoluent plus tard dans la saison. On va voir comment ça se passe d'ici janvier, mais c'est pas le moment. Bon, ouais, je pense qu'on est d'accord. Au-delà d'être pro ou anti-Puel, je pense que c'est vraiment l'absence de solution viable derrière qui pousse aussi on va dire, au statu quo. Donc on va voir, on verra bien comment ça se passe. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet qui agite quand même pas mal le microcosme stéphanois en ce moment, et du coup on va vous emmener dans un magnifique petit pays avec un petit jingle de circonstances. Oui, je disais donc le pays joyeux des enfants heureux, c'est évidemment Casimir, l'île aux enfants. C'est un petit peu ce qui se passe à l'AS Saint-Étienne en ce moment. On a l'impression que c'est n'importe quoi, que on sait plus trop où on est et que surtout que c'est vraiment devenu un espèce de bazar sans nom. Donc c'était déjà pas forcément très glorieux avant, mais alors là c'est devenu complètement délirant. Je veux bien sûr parler de la vente du club, le projet donc qui agite déjà depuis quelques temps la presse stéphanoise et même un petit peu nationale. On sait qu'actuellement donc on a trois projets qui sont clairement identifiés. Donc on a le projet Thérapine, donc un fonds d'investissement, on a le projet de Marc Arian, donc plutôt ancré local, et le projet un petit peu fantasque de Ravichak, donc cette personne donc qui est originaire du Cambodge avec des fonds chinois. On sait tous aussi que chaque président donc a son petit favori. Donc Kayazo pousserait plutôt pour le projet de Thérapine, voire de Ravichak, puisque Ravichak sera appuyé par Nasser qui est un ami de Kayazo. Et Romeyer pousserait plutôt pour le projet de Marc Arian, puisque Marc Arian est son ami et que Marc Arian lui a aussi promis une place dans je ne sais pas quel conseil, une fois qu'il serait éventuellement élu président. Donc voilà, Romeyer pourrait toujours rester un petit peu dans les affaires du club, même s'il ne serait plus président. Par contre, aujourd'hui, on vient d'apprendre via Evect, du coup, que le projet de Thérapine serait jugé comme ayant un temps de retard sur les autres. En fait, d'après la brève que Evect a sortie, les dirigeants donc seraient un petit peu refroidis par ce qui s'est passé à Bordeaux avec King Street, et donc du coup, ils voudraient pas qu'il arrive la même chose avec Saint-Étienne et ce fonds d'investissement. Donc Thérapine serait peut-être le moins bien placé des trois maintenant. Moi, je sais pas personnellement ce qui se passe avec le projet cambodgien de Ravichak, donc c'est très flou. On l'avait entendu parler dans la presse dès le départ, et en fait il s'est fait un peu reprendre de volée par les dirigeants, notamment en disant que c'était pas forcément la façon de procéder. Donc là aussi, on n'a plus de nouvelles depuis, c'est silence radio, on ne sait plus ce qui se passe. On avait appris qu'ils n'avaient pas accès à la fameuse data room. Je crois que c'est toujours pas le cas, donc malheureusement, comme on n'a pas de nouvelles, on va supposer que ce n'est toujours pas le cas. Et puis pour le projet de Marc Arian, il a accès à la data room apparemment, mais je suis même pas sûr qu'il a accès à la data room.
Mais bon, c'était le projet qui était le moins bien loti financièrement. Donc lui aussi, il ne présentait pas forcément toutes les garanties nécessaires. En plus, voilà, les résultats sont pas forcément au top. Est-ce que la SS est forcément dans une position de négocier un prix au plus haut face à ces 3 investisseurs? Donc voilà, c'est vraiment un petit peu le flou total. Moi, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez un petit peu de la situation actuelle avec ces 3 repreneurs. Et puis qu'on en parle rapidement là, même si on avait déjà évoqué ça la semaine dernière, mais là il y a finalement eu assez peu d'avancées, enfin pas la semaine dernière mais il y a 2 semaines. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt confiant sur une vente d'ici la fin de l'année? Gruget, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouf. Une vente d'ici la fin de l'année, ça paraît compliqué maintenant. Terrapin hors course, ça me satisfait parce que je fais absolument pas confiance à un fonds d'investissement américain, ça c'est clair. Bon, Marc Arian, je pense qu'il a les reins pour acheter le club, mais derrière réinvestir, je pense pas. Et puis Ravitchak, bon, c'est le flou total dans le sens où c'est un gars qui a des affaires du coup au Cambodge, il en a d'autres à Paris, au Luxembourg. Apparemment, il a d'autres partenaires avec lui, on ne sait pas lesquels. Donc, les fonds, en fait, la provenance des fonds est multiple. Et c'est ça le problème, à mon avis. Et le fait qu'il ait communiqué, que ça a été repris de volée par le club, ouais, il y a un gloubi-boulga, là, effectivement. Ouais, ça fait pas très pro, quoi. Ouais. Et je sais pas si Romeyer resterait vraiment à travers le projet de Marc Arian. Je pense que Romeyer, il se sent un peu fatigué et lassé de pas mal de choses. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui au conseil de, je sais pas quoi, de surveillance de l'AS Saint-Étienne. Oui, c'est vrai. Et il y avait le maire de je ne sais plus quel village en Ardèche qui avait voulu faire signer Mounier. Oui. Donc, voilà, ça existe encore aujourd'hui. Il y a Marc Arian lui-même. Donc pourquoi ne pas perdurer sur un système un petit peu bancal comme ça? Enfin, moi, je vois bien Romeyer s'inscrire là-dedans. Hein. Après, pas impossible, oui. Ouais. Et dernier point par rapport à Ravitchak, c'est on vend un peu notre âme au diable quelque part parce que du coup il y a des connexions avec Nasser, ça parle de recevoir des fonds chinois pour développer la Ligue 1 et la SSE en Chine, etc. On ne sait pas du tout où ça va, quoi. Ouais, toi Fouillas, ça t'inspire quoi toutes ces rumeurs, toutes ces infos un peu contradictoires des fois qu'on a sur ces projets? En fait, c'est un peu comme Gruget, c'est que finalement, en résumé, il y a aucune des 3 solutions qui sont crédibles. Un fonds d'investissement américain, Terrapin, effectivement, je pense que c'est une très mauvaise idée. Je pense que c'est voué à l'échec. Marc Arian, s'il n'a pas d'argent, je vois pas l'intérêt de faire un changement. Et Ravitchak, ça paraît très très opaque comme solution. Donc non, effectivement, je pense qu'une vente avant la fin de l'année, non seulement c'est impossible, mais c'est pas souhaitable. À la rigueur, je préfère continuer à tirer sur la corde du duo actuel ou duo qui ressemble plus à un solo parce que Kiyaso il est là mais il est pas vraiment là. Je préfère continuer à miser sur Romeyer malgré tous ses défauts et attendre un investisseur sérieux, mais pour l'instant ce qui est proposé c'est que des cul-de-sac à mon avis. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, comme vous dites, on a 3 solutions en face de nous, mais il n'y en a aucune qui nous plaît vraiment, et on ne sait pas vraiment laquelle choisir, parce que tant qu'on n'a pas le couteau sous la gorge, en fait, on préférerait limite rester dans la situation actuelle. Surtout si en plus, on va peut-être même pas avoir le choix, parce que, comme je le disais, les résultats sportifs ne sont pas là cette année, donc ça va peut-être aussi refroidir les investisseurs, quoi. C'est-à-dire que la vente avant la fin de l'année, moi aussi, ça me semble utopique. Mais même une vente avant la fin de la saison, ça sera peut-être compliqué parce que si jamais le club descend en Ligue 2, est-ce que ça va intéresser les nouveaux investisseurs? Ça en intéresserait d'autres qui pourraient avoir le club moins cher. Ouais, c'est ça, parce que si on regarde les derniers rachats de clubs en France, finalement, ça a été beaucoup plus actif en Ligue 2 qu'en Ligue 1.
C'est vrai. Justement parce qu'il y a ce système d'investissement où on achète un club pas très cher et on a un objectif de le faire monter en Ligue 1, voire un peu plus haut éventuellement. Finalement, ça a assez peu marché parce que si on prend l'exemple d'Auxerre ou de Sochaux, même Lens, ça a quand même pédalé dans la semoule pendant un moment. Hein, donc là, ça marche bien cette année, mais à l'image de Troyes, Saint-Étienne va bientôt faire partie du City Group. Ouais, peut-être. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Non, être un club succursale, c'est pas forcément souhaitable. Je pense que c'est le genre de modèle qui marche assez avec Red Bull, par exemple. Et encore, j'ai pas envie de. Moi, je suis plus Mercedes, mais j'ai pas envie que. On parle pas de Formule 1 ici, hein. C'est pas le Formule 1 podcast. Hein, donc, La diversité. Mais ouais, non, ce genre de consortium, c'est pas ce qui m'attire parce que tu as des accords pour développer des jeunes joueurs, ok, mais tu t'y retrouves pas non plus. Puis voilà, la SSE, c'est quand même une tradition. Tu as envie d'être aux commandes, quoi. Après, c'est sûr, c'est que on aimerait bien que la tradition populaire, la tradition des valeurs qui ont été véhiculées par la SSE depuis des années perdurent, mais malheureusement, si on se fait racheter par un investisseur qui a des moyens et qui veut faire de l'argent ou qui veut, on va dire comme le langage qui est forcément d'aujourd'hui de valoriser une marque, on parle même plus de club, c'est-à-dire qu'on parle de marque, ces valeurs-là, je pense qu'il va pas y jouer longtemps dessus, hein. Il va plutôt abreuver le club avec de l'argent pour essayer d'acheter les meilleurs joueurs, etc., quoi. C'est un peu le monde du foot aujourd'hui, dans le sens où il y a 10 ans, tu pouvais avoir quand même quelques résultats en investissant sur quelques joueurs qui avaient du potentiel. Aujourd'hui, c'est super compliqué. Et de toute façon, tu as une corrélation telle entre les budgets des clubs et leur classement final en fin de saison que c'est un peu compliqué. C'est sûr. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour là sur l'actu du club. On aura encore reparlé de la vente et je pense qu'on en reparlera au prochain numéro parce que ça sera toujours pas réglé. C'est terrible. Ouais, après on aura peut-être une petite actualité logo. On n'en a pas parlé parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais peut-être que pour le prochain FAP, on sera déjà un peu plus fixé sur ce sujet-là. Bah écoutez, on a fait le tour, comme je vous disais. Je pense qu'il est temps d'aborder la deuxième mi-temps du FAP. Donc on va parler du derby. Et pour parler de ce derby, on va introduire ça avec un petit jingle que j'ai pioché chez nos voisins qui n'ont pas du tout vu le même match que nous. C'est assez marrant de notre côté, hein. Bon, voilà, je vous le laisse écouter. Allez, jingle. Ouais, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a Malo, si on lui coupe la main, il y a Malo qui touche le ballon. Ah oui, bien sûr, si on lui coupe la main, il y a Malo qui touche le ballon. Il est marrant, lui. Non, il m'a bien fait rire. Ah là là, c'est lyonnais. On les aime bien, mais bon, on les aime de loin quand même. Bon, sinon, voilà, le derby. Écoutez, moi, c'était plutôt une bonne surprise, hein, puisque moi, je vais vous dire, là aussi, je vais illustrer de manière sonore mes expressions. Lundi matin, je m'attendais plutôt à être comme ça, là. Ce matin, je me lève. Les Jeanne, ça va néné, ça va pas. Arrêtez les lendemains de match de me demander si ça va. Cassez pas les couilles. Hein. Oui, cassez pas les couilles, putain. Je m'attendais vraiment à ce qu'on prenne une raclée et puis à me retrouver un petit peu dans la peau de René Malville un lendemain de défaite. René à qui je rends hommage, hein, parce que voilà, il me faisait beaucoup rire dans ses chroniques, surtout celle des défaites. Hein. C'est comme pour les académies, c'est dans celle-là qu'on est les plus créatifs. Et puis finalement, on a arraché un match nul et j'ai été comme ça, moi, finalement. Et fier d'être stéphanois. Et surtout très très fier d'être stéphanois et anti-lyonnais. Et anti-lyonnais. Anti-lyonnais, ouais. Et ouais. Finalement, ça s'est bien terminé pour nous. Donc, comme je le disais, plutôt une bonne surprise. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce qu'on prenne vraiment le bouillon et qu'on perde 4-0. D'ailleurs, c'est ce que j'avais pronostiqué. Écoutez, moi, je voulais avoir un peu votre avis sur cette question-là. Est-ce que vous vous attendiez, est-ce que ça a été une surprise ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui était pour vous pas si surprenant que ça avant le début du match, hein, je parle. Hein. Fouillasse, toi, t'en penses quoi, du coup?
Alors, c'est complètement une surprise pour moi. J'étais un peu comme toi, j'étais complètement défaitiste. À part le derby avec Oscar Garcia, je pense que j'ai jamais été aussi peu optimiste avant un match, enfin avant un derby. Donc non, c'est un super match nul qui a finalement des saveurs de victoire. Même si on n'a toujours pas gagné un match depuis le début de la saison, mais c'est un match nul qui fait beaucoup de bien. Ouais. Ouais, Gauthier, toi, t'étais comme moi, hein, t'avais pronostiqué un 0-4, donc je pense que c'était plutôt une bonne surprise aussi pour toi. Ouais, complètement. Je m'attendais à ce que les joueurs soient assez appliqués et solidaires, mais que simplement avec la qualité qu'il y a actuellement au milieu de terrain à Lyon, que ça allait voler sur, comme depuis le début de la saison, sur des erreurs individuelles. Ouais. Ouais. Bah, surtout quand on avait vu les déclarations de Youssouf après Nice qui disait que crise, c'est un bien grand mot. Donc moi je les sentais pas concernés, je les sentais pas du tout. Ils prenaient pas conscience de la situation dans laquelle ils se trouvaient et j'avais très peur. Enfin, ce genre de déclaration m'avait pas du tout rassuré, donc je m'étais dit qu'on allait vraiment en prendre une bonne. Bon, après sur le terrain, ça s'est plutôt équilibré au final. Hein. Le milieu de terrain n'a pas été ridicule du tout. Et derrière, même si on a eu quelques trous, ça a été dans l'ensemble plutôt cohérent. Après, c'est toujours devant qu'on a un petit peu de soucis, hein. Gros soucis même de finition. On a encore vu Bouanga rater un face-à-face, Kazri qui met la balle sur le poteau alors que Lopez est par terre. Bon, voilà, c'est quand même terrible. Hein. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si qu'est-ce qui se passe avec notre seul recrue. Ramirez, mon Ramirou, hein, et qui n'est même pas rentré dans le match. Donc, est-ce qu'on va le voir d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire alors que l'attaque est vraiment pas terrible en ce moment, quoi. Enfin, comme toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est compliqué pour un gars qui arrive en Europe de s'acclimater au jeu offensif d'une équipe telle que la nôtre. Je pense que c'est vraiment l'envoyer au charbon, et c'est bien, on est stéphanois, mais... C'est bien, tu dis jeu offensif comme s'il y avait quelque chose, en fait, non, c'est une espèce de bouillie, quoi. Enfin... Ouais, c'est ça. Du coup, je pense que en plus, le gars arrive, il a pas trop joué je crois c'est au mois d'août, et dès son premier match, c'est le deuxième match où il a été titulaire, et tu l'envoies un peu au casse-pipe à ce moment-là. Donc... Je pense que la trêve internationale, là, pourrait lui faire du bien parce qu'on a des matchs qui arrivent où il aurait peut-être plus l'opportunité de se montrer et en plus, physiquement, je pense qu'il va un peu mieux revenir là. Ouais. Toi, Fouillasse, t'en penses quoi? Du coup, tu penses que il fallait pas trop compter sur lui jusqu'à maintenant et qu'on l'a peut-être lancé un peu trop tôt dans le bain et que là, après la trêve, ça ira mieux? Lancer trop tôt, non, je pense pas, parce que pour qu'il s'acclimate et pour qu'il apprenne à jouer avec ses coéquipiers, il faut bien qu'il joue. Donc, non, je pense qu'il a été lancé correctement. Il n'a pas été titulaire tout de suite. On l'a fait rentrer en cours de jeu. Puel lui a montré qu'il lui faisait confiance, parce qu'il l'a mis assez titulaire assez tôt. Par contre, il a rien montré. Alors évidemment, comme tu dis, en fait, il n'y a pas de projet offensif à l'AS Saint-Etienne, donc c'est toujours compliqué d'être neuf à Saint-Étienne, et ça fait plusieurs saisons que ça dure. Par contre, est-ce que Ramirez a les qualités pour s'imposer? Honnêtement, j'en ai aucune idée, puisque voilà, c'est ça, c'est qu'on a vu des vidéos YouTube et on a vu des stats. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose d'autre. Donc oui, c'est vrai que c'est compliqué de le juger en ce moment. Bon, par contre, on peut se poser la question de savoir si ce résultat, qui est malgré tout positif, hein, ça fait qu'un point au classement, hein, c'est ça, hein, le souci, c'est quand même un peu ça, mais ça reste quand même un résultat positif. Mais est-ce que justement ce résultat peut permettre d'enclencher une dynamique? Alors, moi, je m'étais dit, ce serait très très bien qu'on puisse jouer juste derrière pour pouvoir surfer sur l'état d'esprit, pour pouvoir se dire que voilà, il y a la possibilité d'enchaîner après quelque chose de plutôt positif, d'enchaîner sur quelque chose d'encore positif pour voilà, relancer un peu la machine. Bon, il y a la trêve.
et on est toujours dernier, et on n'a que 4 points. Donc c'est quand même pas terrible. Donc moi je voulais savoir un peu quel était votre avis par rapport à ça. Toi, Fouillas, tu penses que ça peut enclencher quelque chose derrière, ou c'est non, il va falloir repartir de zéro parce que finalement il y aura 2 semaines qui seront passées depuis le derby. En fait, je vais me permettre de reformuler la question. C'est que finalement, est-ce que ce match... comme chez toi là. Ouais, exactement. Et non, mais c'est une question à poser avant. C'est en fait, est-ce que le bon match contre Lyon, c'est dû au fait que les lacunes depuis le début de la saison, les lacunes tactiques et physiques, elles ont été identifiées par Puel et corrigées entre guillemets en une semaine, et pour relancer la machine un peu comme sur la lancée qu'on avait en fin de saison dernière. Et dans ce cas, on peut être très optimiste parce qu'en fin de saison dernière, voilà, on avait fait une remontada au classement et on a, à part Debuchy, on a exactement les mêmes joueurs. Donc finalement, on a une équipe qui a du potentiel et qui est en sous-régime. Ou est-ce que, à contrario, finalement, ce bon match, c'est juste parce que les joueurs ont été boostés par le fait que ce soit un derby, qu'il y avait un Geoffroy Guichard bouillant, et que Puel leur a mis un peu un coup de pied au cul avant le match, parce que je crois qu'il y a eu des entretiens individuels. Et si c'est ça, si finalement c'est juste un coup de boost mental qui a permis un bon résultat, ça va redescendre au bout de 2 semaines, et la fin de l'année sera compliquée comme le début de la saison, quoi. Toi, t'en penses quoi, Gruget, du coup? T'es d'accord avec l'analyse de Fouillas? Ouais, plutôt. Il y a aussi un truc qui a attiré mon attention, c'est le fait que lorsqu'il a titularisé Youssouf, j'étais pas très convaincu vu certains trous d'air de sa part depuis le début de saison. Et là, juste le ballon où il lance Bouanga dans la profondeur là sur l'expulsion de Lopez. Mais c'est un caramel, ce truc. Et je pense que s'il y a eu des entretiens, effectivement, s'il y a aussi la préparation d'un match en jeu comme ça, si les gars ont répondu présent mentalement, il y a des chances qu'on puisse voir de bonnes choses derrière. Je pense que ça aurait été très bien d'enchaîner, c'est clair. Maintenant, ça nous achète aussi 2 semaines où on finit sur un match qui a presque des saveurs de victoire, où on gagne qu'un point, mais honnêtement on évite parce que si on perdait ce match, ça aurait été très compliqué. Donc finalement les gains, je pense mentaux sont vraiment bons, et ça permet de bosser sereinement pendant 2 semaines, et je préfère voir ce côté là, et voilà, globalement. Ok, bon, ouais, c'est plutôt clair. Après, on est plutôt en phase sur ce sujet, c'est-à-dire que ça aurait été bien d'enchaîner, mais que malheureusement, c'est pas le cas, et que de toute façon, il était préférable de prendre ne serait-ce qu'un point avant cette trêve, parce que c'est vrai que on est déjà dernier, c'est déjà pas super confortable. Si en plus on aurait dû vivre avec la défaite dans le derby, le chambrage des Lyonnais, et puis un groupe en espèce de déliquescence complète, la tête au fond du seau, c'est sûr que ça aurait été compliqué à gérer. Et mine de rien, on est quand même à 3 points de la 16e de Bordeaux. On en reparlera un peu plus tard. Mais c'est toujours mieux que d'être à 4, parce que du coup, tu peux revenir à leur hauteur. Ça veut dire qu'il y a toujours cette et barrière psychologique de la dire, on n'est qu'à une victoire. C'est ça. Et je pense aussi que nous, en tant que supporters, faut apprendre à être un peu chill, parce que, ok, vu le calendrier, on savait qu'on allait passer par un truc compliqué sur les derniers matchs, et il fallait pas surréagir. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui n'ont pas surréagi, qui ont été assez patients, et je pense qu'encore une fois, il y a une certaine presse qui a voulu remuer la merde, et puis en balancer encore sur Puel, le vestiaire, et il y a des dissensions et machin. C'est bon, quoi. On sait de la situation dans laquelle on est, et ça va pas se régler du jour au lendemain, quoi. On est d'accord. On va parler juste un petit peu de nos adversaires, parce que bon, c'est un derby. On sait que c'est un petit peu toujours la même chose avec eux.
c'est quand même une belle équipe de pleureuses. Quand on entend Boateng après le match qui dit que c'est quasiment du vol, qu'ils auraient dû gagner, etc. Quand on voit Léo Dubois qui rabote le point de pénalty juste avant que Khazri le tire pour le faire chier, enfin bon voilà quoi, c'est un peu ridicule aussi. On a vraiment l'impression que c'est inscrit dans leur sang dès qu'un joueur revêt ce maillot. Il faut forcément avoir une attitude à la con ou pleurer sur l'arbitrage dès que ça tourne pas en faveur dans ce match. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de derbys perdus ou un petit peu accrochés côté lyonnais, sans avoir un joueur lyonnais qui fasse n'importe quoi, qui dégoupille ou qui raconte de la merde. Alors que du côté de Saint-Etienne, justement, des fois, on a envie de les secouer un peu, on a envie de leur dire, mais vous n'avez pas envie de vous révolter, c'est pas normal. Et en fait, non, il y a jamais rien qui se passe. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc, après, il y en a qui vont dire que ça fait partie du sel du derby, mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir des déclarations de Boateng ou le petit rabotage du point de pénalty de Dubois pour que ça soit un derby. Hein. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'attitude des Lyonnais à chaque fois dans ce derby? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est normal ou quelque chose qui un peu ridicule pour certains, notamment Léo Dubois qui s'invente un peu une légitimité pour moi. Roger, toi t'en penses quoi? Je pense que Dubois est une belle saloperie, que ça date de Nantes et que je peux pas l'encadrer, mais je pense qu'effectivement il y a une culture club qui est absolument pourrie par rapport à ça, parce que quand on a gagné le derby à la maison ou chez eux, on a vu quelques joueurs un peu bomber le torse, mais pas haranguer la foule. On les a pas vus faire ce qu'a fait Dubois avec le point de pénalty. On n'a pas vu un gars se jeter sur les chevilles d'un autre comme Ferry, comme Tolisso sur Le Moine. Et même au niveau par exemple, je me souviens de réactions de Rémi Garde, de Fournier. Enfin, il y a vraiment quelque chose de mauvais chez eux. Puis là, ils ont quand même pondu un communiqué pour dire que l'arbitrage avait été scandaleux. Enfin, ça, j'allais. C'est une communication du club, quoi. C'est même pas un individu, c'est le club qui parle là. C'est ridicule. Quoi. Ouais, j'allais y venir. C'est que ça, c'est le niveau encore. Au-dessus hiérarchiquement, mais en fait, bon, c'est différent de ce qui se passe sur le terrain. Mais toujours à se plaindre de l'arbitrage comme ça. Le communiqué est assez parlant, hein. C'est ouin quoi. Et le pire, c'est qu'après, moi, j'avais vu des réactions de supporters lyonnais et les mecs, ils sont matrixés avec ça. Ils disent ouais, mais de toute façon, on est Lyon, c'est normal, on se fait voler à chaque fois, personne nous aime. Les mecs, ça marche en fait. C'est ce bourrage de crâne, ça marche avec certains et ils sont persuadés que la terre entière leur en veut et que s'ils gagnent pas, c'est parce que c'est Lyon et qu'en fait on veut pas qu'ils gagnent parce que c'est Lyon. C'est terrible. Il y a quand même eu 2 déclarations qui étaient pas mal. C'était celle de leur entraîneur. Qui a été mesurée. Ouais, qui a été mesurée et je pense que c'est non seulement un bon entraîneur, mais un gars appliqué et droit. Et l'autre, c'était qui ? C'était pas Aouar. C'était Cacré. Cacré, qui a un QI football déjà qui est pas mal du tout. Après, hors du terrain, je connais pas plus que ça, mais sa déclaration d'après-match était lucide. Ok. Toi, Fouillas, t'en penses quoi du coup ? Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est-à-dire que si on regarde les réactions des joueurs, que ce soit les Stéphanois ou les Lyonnais, c'est un peu à l'image du club, derrière de la communication du club, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment entendu les Stéphanois fanfaronner et le club a été plutôt discret avant et après le match. Et à contrario, on a des joueurs lyonnais qui en ratent pas une pour jouer les Calimero devant un micro. Et Lyon qui dès le lendemain fait un communiqué sur l'arbitrage. Donc j'ai l'impression que les joueurs, quels qu'ils soient, au-delà du fait qu'ils soient stéphanois ou lyonnais, s'adaptent à la communication de leur employeur finalement. Complètement. Et ça fait 20 ans que ça dure à Lyon. Je pense que c'est un peu le système Aulas.
On pleure et on espère qu'un jour on récoltera les fruits avec soit un arbitrage plus complaisant, soit des décisions à la Ligue qui arrangent plus Lyon. Et malheureusement, des fois ça fonctionne. Donc il continue sur cette voie parce que c'est payant, mais c'est très désagréable pour tout le monde et c'est pas pour rien que c'est le club le plus détesté de France. Ouais, en tout cas, il est détesté du côté de Saint-Étienne. Ouais, donc on a assez parlé des Lyonnais, hein, c'était juste une petite aparté, mais je pense que c'était assez. Enfin, c'était intéressant aussi de faire le parallèle entre les deux façons de communiquer dans la défaite ou dans le résultat qui nous arrange le moins. Là, on va revenir sur Saint-Étienne. Justement, tu as commencé à en parler, Gruget, du fait qu'on n'était qu'à 3 points de Bordeaux, ce qui est quand même pas énorme, et Bordeaux est 16e, donc ça veut dire que 16e, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est pas en barrage, c'est rien, donc c'est la place un peu qu'on aimerait bien occuper à la fin de la saison, si on peut pas avoir mieux. Voilà, est-ce que pour vous, le maintien est encore jouable? Moi, je vous avoue qu'il y a quelques temps, j'avais très très peur. Là, je dis pas que je suis devenu euphorique, loin de là. Je me dis juste que avec ce qu'ils ont montré, il y a peut-être moyen de faire quand même mieux que ce qu'ils ont montré, depuis le début de saison. Et que, par contre, il va falloir que ça passe par des victoires. Donc moi, je me dis que on a encore jusqu'à janvier à peu près pour se redresser, pour enchaîner, pour ramener des victoires. Mais si en janvier on est toujours dernier et qu'on est ridicule et qu'on avance à coups de match nul et de défaite, je ne vois pas nous maintenir à la fin de la saison. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Fouillasse, toi, ton avis, le maintien on va dire là aujourd'hui, là au 7 octobre 2021, est-ce que c'est définitivement mort ou est-ce que c'est encore jouable? Nous reviendrons sur tes déclarations. Non, moi je suis plutôt optimiste. Je l'ai toujours été et c'est vrai que le match de Lyon me conforte dans cette pensée. D'autant qu'il y a aussi une réalité qui est liée au calendrier, c'est qu'on a rencontré quasiment tous les gros clubs à l'exception du PSG, et que là jusqu'à fin novembre, début décembre, on va avoir 5 clubs qui est beaucoup plus à notre portée. Et honnêtement, je pense que sur les 5 prochains matchs, on doit prendre au moins 10 points. Et 10 points, ça nous emmène à la 16e ou à la 15e place. Donc je pense que déjà, d'ici la fin de l'année, on respirera un peu mieux. Ok. Toi, Gruget, tu penses qu'on va ramener 10 points sur les 5 prochains matchs là? Je vais pas fixer d'objectif comptable, mais sur le fond, je suis du même avis que Fouillasse. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure que il fallait faire le dos rond et être un peu chill parce qu'on voyait que le calendrier ne nous faisait pas de cadeaux. Et là, effectivement, normalement, c'est des équipes un peu plus à notre portée. Et puis, j'attends de voir au niveau du fond de jeu aussi comment ça va évoluer. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de trou d'air en défense parce que j'ai pas été tendre avec Nadé sur 2 académies. Maintenant, il a quelques matchs en plus en Ligue 1. Peut-être qu'avoir une défense à 4, c'est effectivement la chose à faire. Je pense que Puel est en train d'assembler un peu son puzzle, de voir un peu plus comment les joueurs sont cette année. Et j'ai plutôt bon espoir quand même pour d'ici, effectivement, le 6 décembre. Ok. Bon. 6 décembre, c'est la fête des Lumières, hein. C'est un truc lyonnais, c'est pour ça que tu dis ça. Tu supportes l'OL? Je suis né un 6 décembre, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Tu es né le jour de la fête des Lumières, très bien. C'est 6 ou 8, je ne sais plus. Faudrait demander aux experts lyonnais. On n'en a pas ici? Non? Fouillasse, non? Vous n'êtes pas lyonnais? Sans façon. Bon. D'accord, très bien. Bon, très bien. C'est bien, vous êtes optimiste. Alors, on espère que vous aurez raison. Hein. Moi aussi, de toute façon, je ne souhaite pas du tout que la SSE tombe en Ligue 2, parce que je pense que ça serait vraiment une catastrophe. Surtout dans la conjoncture actuelle et puis vu tout ce qui se passe autour du club, ça serait vraiment
un énorme coup dur pour le club et je suis pas sûr qu'on arrivera à s'en relever de sitôt. Donc non, Ouais, je j'espère pense vraiment que que le maintien sera au bout de cette saison et que on pourra en regarder ça avec vite oublier qu'on s'est sauvé encore une fois dans les derniers moments parce que là je pense que malgré tout on est parti pour encore devoir serrer les fesses un moment. Mm, mm. Je pense pas que ce soit le moment pour descendre. Enfin, c'est jamais vraiment le moment. Et puis en plus, j'ai pas envie que des employés perdent leur boulot, surtout dans le contexte actuel. Mais en plus, le contexte fait que, ouais, je pense que c'est vraiment pas le moment. Et comme tu dis, on aurait du mal à s'en relever. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, on est arrivé au bout de cette deuxième mi-temps. Au niveau du temps, on est pas mal. 45 minutes, c'est quand On a même le temps pour un petit penalty? Ah oui, bah il y a le temps additionnel. Allez. C'est le Wabi Kazri Time. Donc on va lancer la petite musique qui accompagne le temps additionnel. Et puis bah voilà, on va se quitter sur ce temps additionnel. Donc en vous rappelant comme d'habitude que les académies des précédents matchs sont sorties. Donc l'académie de Nice et l'académie du Derby. Donc l'académie du Derby qui est sortie mardi, ouais je crois. Donc voilà, allez les lire, allez sur hors-jeu, hein, il y a tout un tas d'autres académies qui sortent chaque semaine. Donc les plus régulières, c'est la Canebière Academy donc pour Marseille, la Scapulaire Academy pour Bordeaux, la Brézou Academy pour Rennes. Vous avez aussi quelques académies étrangères, la Juventus. Il y a aussi Leeds qui a une académie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez sans doute votre bonheur. Il y a Porto évidemment. Et puis il y a d'autres podcasts, donc le FAP hein, évidemment, le nôtre, le meilleur. Et il y a le podcast aussi des Boulets Rouges, donc c'est nos amis d'Arsenal qui se sont lancés, je crois, les premiers dans cette aventure des podcasts sur hors-jeu et donc qui continuent leur aventure. Donc allez les écouter, c'est toujours très intéressant. Eux, ils l'ont gagné leur derby. Hein. Ils jouaient contre Tottenham il n'y a pas si longtemps et ils ont remporté une belle victoire dans le derby du nord de Londres. Donc, Ils relèvent la tête, ouais, ces derniers temps. ouais, donc voilà, le ton du podcast était beaucoup plus enjoué, je pense. Mais bon, ça nous arrivera aussi, hein, il ne faut pas y perdre espoir. On y croit. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Hein, on vous mettra les liens dans le descriptif de l'épisode. Donc il y a une page pour la Forez Academy. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter évidemment, donc il y a les comptes Twitter dédiés, donc c'est plus des comptes Twitter perso, là on va dire, il n'y aura pas un compte Twitter Forez Academy, donc il y a le compte Twitter de Gruger, le mien, celui de Robert qui existe toujours un petit peu sur Twitter, et puis on vous mettra aussi celui de notre ami, hein, notre invité Fouillas, hein, qui est toujours actif sur le réseau de l'Oiseau Bleu, et qui a toujours de bonnes analyses et de bonnes blagues sur tout ce qui a trait à l'actualité stéphanoise. Bien, et ben écoutez, on va finir avec la tradition, hein, c'est les pronos. Donc les pronos, on va rappeler déjà les pronos du précédent FAP. Pour le match à SSE au GC Nice, Gruget avait pronostiqué le bon résultat, donc 0-3, donc il prend 2 points. Et quant à moi, j'avais pronostiqué un 0-2, et donc je ne prends qu'un point. Alors par contre, pour le derby, on avait été très pessimistes tous les deux puisqu'on avait pronostiqué un 0-4 et finalement ça a été un partout, donc personne ne marque de points. Au classement donc, pour ce premier classement de cette nouvelle saison du FAP, Gruget prend la tête avec 2 points et Roland, donc moi-même, un seul petit point. Mais bon, hein, je vais me refaire et je vais pas laisser mon titre brillamment gagner la saison dernière comme ça. Du coup, on va essayer de pronostiquer sur les prochains matchs. Donc le prochain, c'est Strasbourg à SSE. Écoute, on va commencer par notre invité. Fouillas, qu'est-ce que tu pronostiques sur ce match-là ? Je pense que ça va être un match pénible. Parce que Strasbourg est une équipe qui est un peu chiante à jouer. Et juste une parenthèse, je pense qu'on aura une défense remaniée, puisque il y a probablement Masson qui va revenir à droite et Troco qui sera pas là parce qu'il jouera la veille contre l'Argentine avec le Pérou. Ah, c'est vrai. Donc en fait, je pense que c'est un match piège, mais je vais me laisser porter par mon optimisme et je vais dire 1-0 pour Saint-Etienne. Ok, 1-0, très bien. Toi, Gruget ? J'ai l'impression que Strasbourg,
Enfin, ils ont perdu contre Lyon, Lille. Ils ont gagné. Ils ont quand même posé un 3-0 et un 3-1, il me semble. Ouais, contre Metz et Brest. J'ai envie de dire 1-1. Allez. Un partout. Ok. Moi, je suis un peu partagé. Mais je vais quand même jouer l'offensive. Je vais dire 2-1 pour Saint-Étienne. Alors, c'est quand même très offensif parce que Saint-Étienne, a rarement marqué de but cette saison. Mais voilà, j'ai envie d'y croire. Voilà. Donc, je joue sur la victoire à l'extérieur et 2-1. Le jour où on rentre ces poteaux les gros ratés, il y a un club qui va s'en prendre une un jour. On est capable. Ça sera le PSG, je crois. Et donc le match suivant, c'est à domicile. D'ailleurs, je serai au stade normalement. C'est ASSE Angers. Donc, Fouillas, toi, qu'est-ce que tu penses que les Verts vont faire contre Angers? Écoute, le générique de l'île aux enfants m'a rappelé le triplé de Casimir Ninga. Oui, mon Dieu, j'avais oublié. Je croyais que tu allais nous parler d'un pédophile. Non, je ne vais pas contre Lille. Non, mais je vais me laisser emporter et je vais dire victoire 3-0 à domicile. Ouais, ok, Gruget, toi tu penses quoi? C'est à domicile, mais c'est Angers. Je vais dire 1-0, allez. 1-0. Donc, écoutez, moi j'ai vu 2 matchs cette saison, ça fait 2 fois un partout. Et écoutez, j'ai envie de dire 2-1 pour Saint-Étienne. 2-1 pour Saint-Étienne. Voilà. Encore ? Ouais. La défense, je la sens un peu fébrile malgré tout. Et je pense qu'on peut gagner, donc 2-1. Allez, 3-1. 3-1. Je change le 3-1. Allez, 3-1. Ouais, on est offensif. On est comme ça. C'est cadeau. C'est Ramirez. Moi, je crois en vous. Je crois que vous avez raison, que la trêve va le retaper et qu'il va revenir plein d'énergie pour nous mettre des buts. Écoute, franchement, si jamais tu fais 4 points sur les 2 prochains matchs, ça me fera plaisir parce que Saint-Étienne aura bien marqué. Ça sera tourné de Verveine, hein. Ouais. Écoute, en tout cas, on te le souhaite. Voilà. Bon, écoutez, on arrive à la fin du FAP. C'était très cool de t'avoir, Fouillas, hein, du coup. On a passé un bon moment avec toi. J'espère que tu t'es bien régalé toi aussi et que ça te donnera envie de revenir, hein, quand on pourra faire appel à toi éventuellement pour revenir nous parler un petit peu de Saint-Étienne. Ouais, c'était très cool. Merci à vous d'avoir pensé à moi. De rien, c'est normal. Gruget, écoute, plaisir partagé, mais avec toi, c'est un petit peu toutes les 2 semaines pareil. Donc, on commence à connaître un petit peu l'animal et la justesse de tes analyses. Donc, ça a été cool aussi de t'entendre te prononcer sur ces différents sujets qu'on a abordés. Et puis, écoute, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Hein. Nous, on sera là. Pareil, et puis j'espère qu'on aura l'ami Robert. Et voilà, on est espère toujours avec nous. qu'il pourra venir nous rejoindre peut-être dans 2 semaines, si jamais il peut se libérer. Voilà. Si il se libère pas, je vais commencer à dire beaucoup de bien de Nordin à l'antenne. Ah, c'est vrai, ça pourra peut-être le faire revenir. Ouais. C'est vrai, ça pourra peut-être le faire revenir. Tout à fait, c'est une technique. Bien. Bon, écoutez, en tout cas, on va se quitter là. C'était très sympa de faire cette émission avec vous. Ce podcast, une nouvelle fois, a dépassé les 42 minutes réglementaires, mais bon, on est quand même pas si mal que ça. On est à 53 minutes à peu près, donc il n'y a pas de mal. On va se quitter comme d'habitude avec nos amis de la Divette, les petits chanteurs à la gueule de bois et leur fameux tube, Robert Béric. Sur ça, messieurs, je couperai, le truc s'est lancé avant. Je ferai un petit montage. Sur ce, messieurs, je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien et allez les Verts.